Bonjour, bienvenue sur le Cybertalk. Je reçois aujourd'hui Nicolas Arpagian, rédacteur en chef de Prospective Stratégique. Nicolas Arpagian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Outre vos fonctions de rédacteur en chef, vous enseignez dans différents organismes. En particulier, vous êtes directeur scientifique du cycle Sécurité numérique à l'INESJ, maître de conférences à l'École nationale supérieure de police. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la sécurité dans le cyberespace, notamment le Que sais-je sur la cybersécurité et le livre La cyberguerre, paru aux éditions Vuibert, qui a reçu une mention spéciale du jury du prix littéraire de la Gendarmerie nationale. Vous portez la bonne parole sur ces sujets depuis de nombreuses années dans différentes institutions, dans les centres de réflexion, dans les colloques. Vous étiez donc tout à fait adapté pour nous aider à y voir plus clair dans les enjeux et les différents concepts de la sécurité dans le cyberespace. Donc première question, cyberguerre, cybersécurité. Quelle distinction faites-vous entre ces deux notions ? Alors, la notion de guerre, effectivement, évoque un imaginaire auprès de la population, auprès des décideurs. Ce sont forcément des affrontements violents mettant en cause la vie humaine. La difficulté de ce terme de guerre, c'est qu'il va dissuader un certain nombre de gens de croire que, effectivement, cette capacité à être attaqué sur Internet les concerne, puisque si c'est la guerre, ça doit relever strictement des militaires. Donc, au contraire, il faut plutôt insister sur cette notion de cybersécurité, considérant que chacun, État, entreprise, collectivité, individu, peut être la cible d'un usage offensif de l'Internet, tant en ce qui concerne les systèmes d'information, l'informatique, les tuyaux, que les données qui circulent dans ces tuyaux et qui peuvent faire l'objet de captation, de détournement ou de vol. Mais qui dit sécurité dit règles de droit. Le droit international a-t-il pris en compte la spécificité de l'Internet, cette toile planétaire ? Alors, il n'existe pas à ce jour de droit international de l'Internet, même si on peut penser qu'Internet, on appelle souvent cela la toile planétaire. Il existe à ce jour qu'un seul texte réellement international, une convention du Conseil de l'Europe de novembre 2001 relative à la cybercriminalité. Mais on le voit, ce texte, s'il a été signé par de nombreux États, ils sont beaucoup moins nombreux à l'avoir transposé dans leur droit national. Les Nations Unies ont échoué à bâtir un droit international à l'échelle justement des Nations Unies. Pour l'instant, effectivement, c'est beaucoup de droits nationaux juxtaposés. Alors vous avez évoqué la notion de cybercriminalité, on en entend de plus en plus parler. Pouvez-vous nous en donner les caractéristiques ? Alors effectivement, la criminalité avait tout intérêt à se saisir de cette technologie informatique. Pourquoi ? Parce que ça permet déjà, premièrement, une économie de moyens. Souvent, pour mener des opérations de vol de données, d'intrusion dans des systèmes informatiques, ça coûte maintenant relativement peu cher, c'est-à-dire quelques centaines d'euros pour aller acheter des virus, éventuellement des petits équipements permettant de récupérer les données que vous insérez en utilisant votre clavier coûte aujourd'hui quelques dizaines d'euros, donc une modicité de prix. Ensuite, une capacité à atteindre un grand nombre potentiel de victimes. Donc on peut en quelque sorte industrialiser le processus criminel. Et troisièmement, et c'est la conséquence du fait précédent, un système juridique parcellaire, incomplet, qui fait qu'effectivement cela peut créer une relative impunité judiciaire. Donc trois qualités, entre guillemets, qui font que la criminalité s'est naturellement saisie de cet outil numérique. Mais face à tout cela, l'État a-t-il pris la pleine mesure de la menace cybernétique ? Dès lors que nous sommes dans une situation de dépendance numérique, puisque nos organisations, que ce soit celles de l'État, celles des forces armées, celles des entreprises, dépendent des systèmes informatiques. Donc effectivement, tout dysfonctionnement créé de manière mal intentionnée, effectivement tout vol d'informations stratégiques peut constituer un élément de déstabilisation de l'État. Alors oui, aujourd'hui, d'une part avec la création d'une agence gouvernementale, si on prend le cas de la France, l'ANSSI, en charge justement de la protection des informations stratégiques, et effectivement la dotation de moyens pour se doter justement des ressources intellectuelles, techniques, capables de réfléchir à cette cybermenace. Alors, au niveau des entreprises, j'imagine que le bilan est plus contrasté. Alors, les entreprises, effectivement, souvent, sont comme c'est fréquemment le cas en matière de sécurité, la sécurité est perçue comme quelque chose qui coûte et donc qui altère la rentabilité. Donc, c'est souvent à l'issue d'une attaque, c'est-à-dire d'un vol de données, de la prise de contrôle à distance d'un système informatique, ce qu'on appelle un défaçage, c'est-à-dire le changement de la page d'accueil d'un site internet d'une entreprise par justement des moqueries ou des détournements humoristiques, vont faire
faire que l'entreprise va se décider à dépenser de l'argent pour ce faire, mais c'est souvent uniquement à l'issue d'attaques. Deuxièmement, le type d'attaque informatique va faire que lorsque l'on cherche par exemple à voler un secret de fabrication dans une entreprise, on va essayer d'être le plus discret possible. Et donc souvent, l'attaque va se faire à l'insu de la victime, et donc qui n'aura pas à adopter des comportements appropriés, puisqu'elle ne saura finalement jamais quel a été l'objet d'un piratage. Dernière question pour clore notre entretien, question plus personnelle. Comment protégez-vous vos ordinateurs? Alors, l'idée étant d'avoir déjà des adresses mail distinctes pour des usages dédiés, que ce soit pour acheter chez des e-commerçants, le fait d'avoir évidemment des solutions antivirus à jour, ce n'est pas la panacée, mais c'est une sécurité universelle, ne pas effectivement s'abstenir de télécharger des documents lorsque l'on a un doute sur l'origine de l'émetteur, et effectivement éviter de télécharger des documents à partir de sites internet dont on n'est pas certain. Ce sont des comportements d'hygiène numérique de base qui ne peuvent évidemment pas garantir durablement une sécurité, mais qui évitent de tomber dans les principales ornières. Merci Nicolas Arpagian d'avoir répondu à nos questions avec l'enthousiasme qui vous caractérise. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Cybertalk.